Évidemment que oui. Euh, Malheureusement, cette évidence n'est pas tellement partagée. On doit sans arrêt se battre contre des gens qui sont sincèrement convaincus que l'islamophobie, c'est autre chose que du racisme. Souvent, ce qui est dit, c'est que l'islam n'est pas une race. L'islam est une croyance religieuse, et donc l'islamophobie serait simplement un discours d'hostilité à une idéologie, à une religion, aussi légitime que l'antilibéralisme ou que l'anticommunisme. Donc ce serait une opinion politique, ce serait simplement une religion qui serait critiquée. Là où moi je pense qu'il s'agit en fait d'un racisme, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, une première remarque, c'est que s'il fallait qu'il y ait des races pour qu'il y ait du racisme, il n'y aurait pas de racisme. Parce que à ceux qui me disent mais musulman c'est pas une race, donc l'islamophobie ne peut pas être un racisme, je réponds mais alors si vous pensez qu'il y a de l'antisémitisme, c'est que vous pensez qu'il y a une race juive, et si vous pensez qu'il y a du racisme anti-noir, c'est que vous pensez qu'il y a une race noire. Donc le racisme n'a jamais été l'hostilité à une race objectivement existante, mais la construction d'une population, d'un groupe de population en tant que race. Dans les formes récentes, effectivement, de réactivation de l'islamophobie, du discours anti-musulman, ciblant les musulmans, oui, la laïcité est plus qu'un rouage, c'est avec le féminisme les deux principaux ressorts argumentatifs, les deux principales légitimations, les deux manières de faire passer du racisme pour autre chose que du racisme, et de faire passer une politique réactionnaire et liberticide pour quelque chose de non seulement respectable, légitime, mais même distingué et progressiste. Donc la laïcité, effectivement, à juste titre, est une valeur, c'est même pas une valeur, on en parle souvent comme d'une valeur, un principe, une machine politique, moi je dis, hein, c'est une invention politique, c'est une manière de, de réguler le vivre ensemble. Euh, et à juste titre, on en est fier, à juste titre, on y est attaché, parce qu'effectivement, historiquement, telle qu'elle s'est construite en France, en tout cas en France métropolitaine, dans les colonies c'était justement autre chose, mais ça a été un acquis social, politique très précieux qui permet, sans entrer dans le détail, qui permet effectivement que dans un pays où cohabitent des populations de différentes cultures, de différentes confessions, de différentes croyances ou incroyances, chacun puisse cohabiter le plus pacifiquement possible dans l'égalité. Et donc, la laïcité, c'est même le préambule de la loi de 1905, est conçu comme ce qui permet de garantir pour tous et pour toutes, y compris les groupes minoritaires qui seraient potentiellement opprimés, justement s'il y avait une religion officielle par exemple, s'il n'y avait pas, si on était dans un régime théocratique. Euh, donc le préambule, je parlais du préambule de la loi de 1905, elle est conçue pour garantir à tous et à toutes, y compris donc les minoritaires, la liberté de non seulement de conscience, de pensée, mais d'expression et de pratique religieuse ou, au même titre, pour garantir la liberté d'expression de l'incroyant également. Mais donc, la laïcité, donc, c'est à juste titre une valeur, ou plutôt un principe, une construction politique émancipatrice, progressiste, que effectivement une gauche authentiquement de gauche a raison de revendiquer. Le problème effectivement, c'est que la laïcité telle qu'elle est aujourd'hui brandie, instrumentalisée et, et telle qu'elle se traduit dans des lois, et des lois qui sont votées dans une espèce de consensus national droite-gauche un petit peu effrayant, c'est exactement le contraire. Ça n'a rien à voir, et c'est même à beaucoup d'égards le contraire de ce que sont et de ce qu'ont été pendant un siècle les lois laïques, les lois Ferry-Goblet sur l'école, ou la loi de 1905 de séparation des autorités politiques et religieuses. Puisque, pour le dire vite, d'une laïcité qui est justement la garante de la liberté d'expression et de pratique religieuse pour tous et pour toutes, sans privilège pour les uns, ni discrimination pour les autres, on fait rigoureusement le contraire, c'est-à-dire une série d'injonctions à la neutralité, l'invisibilité, l'effacement, la non-expression de ses convictions,
adressée à une partie, et une partie seulement, de la population, toujours la même, les personnes de confession musulmane. Donc que ce soit l'interdiction du foulard à l'école, alors que l'impératif d'une neutralité de l'élève ne s'est jamais posé, n'a jamais été posé, ni par le législateur en 1880, ni depuis, vraiment, par un mouvement d'opinion ou un débat politique quelconque, et qu'on le pose uniquement quand il commence à y avoir des signes religieux ou des vêtements religieux ou des expressions religieuses musulmanes. Donc que ce soit pour la loi d'interdiction du voile à l'école, la loi anti-niqab, mais que ce soit tous les débats dans lesquels on voit ressortir le mot laïcité, hein, prière de rue, minaret, menu halal, à chaque fois ce qui est en cause, c'est uniquement des musulmans et le fait que leur islamité est visible. Donc tout simplement, et ça va jusqu'aux agressions, aux actes de délinquance les plus caractérisés, c'est-à-dire les injures, les agressions physiques, il est rare qu'elles soient commises sans que l'agresseur prononce et s'auto-légitime, avec après plus ou moins de complaisance des témoins et éventuellement de la justice, mais en tout cas l'agresseur lui-même se légitime en employant ce mot laïcité. C'est-à-dire il se sent dans son bon droit en agressant cette personne parce qu'il se sent, j'ai presque envie de dire sincèrement, en état de légitime défense de quelque chose à quoi il tient, qui s'appelle laïcité, qui n'a plus rien à voir ni avec la laïcité des lois Ferry, ni avec la loi de 1905, qui signifie uniquement l'islamité, l'islam doit baisser la tête, doit être invisible, ne doit pas s'exprimer, le musulman doit raser les murs. Oui, alors ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, on voit depuis quelques années, depuis que la chasse aux voilés a été relancée, effectivement, on voit fleurir des groupes, des organisations politiques, des sites, ou même tout simplement des prises de parole où féminisme et laïcité deviennent deux sœurs jumelles, hein, c'est-à-dire les deux on se revendique des deux, effectivement, les deux, et on nous présente le féminisme comme étant forcément laïque et la laïcité forcément féministe, et donc dans un discours comme ça assez ahurissant, parce que autant moi je pense que le féminisme c'est très bien, c'est très important, et que la laïcité aussi, mais le lien organique entre les deux, malheureusement, est complètement fictif, et il est bon de rappeler quand même que quelles que soient les vertus, et je suis convaincu qu'elles existent, qu'ont eu les combats et les acquis et les lois laïques en France, elles ont fait beaucoup de bien, mais on ne peut pas dire franchement qu'elles aient fait beaucoup de bien aux femmes. Et ce sont deux questions qui sont pour une large part autonomes, indépendantes l'une de l'autre, et il est bon de rappeler que parmi les plus acharnés opposants au vote des femmes, par exemple, il y avait les plus fervents défenseurs, et à juste titre, de la laïcité des institutions, des services publics et de l'école. C'est-à-dire le parti laïcard, qui avait parfaitement raison d'être laïcard et dont je suis content qu'il ait gagné sur cette question-là, était malheureusement sur la question des femmes à l'arrière-garde, avec cet argument qui me fait sourire, parce que on le retrouve aujourd'hui, qui était n'est-il pas hasardeux de donner le droit de vote aux femmes, sachant que les femmes, plus que les hommes, pratiquent religieusement et sont sous l'influence de leur curé, et à travers leur vote, c'est le parti clérical qui va prendre le pouvoir. Là où je dis que c'est ironique, c'est que c'est le même schéma. Une fois de plus, les femmes sont pensées comme des mineurs, dans un discours qui se veut laïciste, effectivement, aujourd'hui, quand on parle des femmes musulmanes. Puisqu'effectivement, c'est récurrent, la femme musulmane n'est pas autonome, n'est pas capable d'avoir son libre arbitre, et quand une femme musulmane parle, c'est forcément son imam, son grand frère ou son mari qui parle derrière en ventriloque. Donc, tout ça pour dire que d'abord, le tiret et le et entre féminisme et laïcité est très douteux. Après, c'est vrai que si on prend séparément la laïcité, séparément le féminisme, c'est l'autre grand ressort argumentatif qui permet, comme la laïcité, et pour les mêmes raisons, parce qu'effectivement, les combats et les acquis féministes sont des combats et des acquis de l'émancipation humaine précieux à préserver et même à poursuivre et à prolonger. Donc là aussi, la gauche, authentiquement de gauche, a raison de se réclamer du féminisme comme elle a raison de se réclamer de la laïcité. Et là encore, comme
comme pour la laïcité. Le problème, c'est que on voit fleurir depuis quelques années, effectivement, cette nouvelle islamophobie. D'abord des convertis de la dernière heure, des féministes qui se découvrent féministes ou qu'on découvre un peu ahuris féministes, alors qu'ils n'ont jamais mené un combat, parfois souvent d'ailleurs des hommes. Là, je pense à la commission Gérin, Raoult, je pense à tous les grands ténors politiques qui ont orchestré, copé, enfin, c'est essentiellement une affaire d'hommes. Bon, tout simplement parce que toute la politique en France, il est bon de le rappeler aussi, c'est une affaire d'hommes. Donc on voit il y a premièrement cet opportunisme qui fait sourire, hein, donc des hommes, et pas des hommes franchement qui sont particulièrement illustrés par leur pro-féminisme, par leur prise de position féministe, que ce soit sur l'égalité salariale, les violences faites aux femmes, les viols, l'accès libre à l'avortement, enfin, toute la gamme des revendications classiques du mouvement féministe. On voit énormément d'hommes ou même de femmes qui ne se sont jamais intéressés à un quelconque de ces combats, qui tout d'un coup, lorsqu'il s'agit d'islam, se convertissent au féminisme. Et là où ça n'épuise pas la question, c'est que malheureusement, des authentiques féministes qui ont mené tous ces combats, et qui continuent de les mener, et qui ont raison de les mener, se laissent prendre aussi à ce faux féminisme, là aussi, ce féminisme complètement subverti, exactement comme la laïcité a été subvertie, c'est-à-dire que quand même, malgré tout, donc y compris parfois d'authentiques féministes, même si souvent ce sont des tartuffes du féminisme, mais y compris des sincères féministes, tiennent à propos du voile et des femmes qui le portent, des discours, et adoptent du coup des comportements et prennent des positions qui sont extrêmement problématiques au regard de ce qui est censé être le féminisme, sur 2 points au moins. Premièrement, sur le fait que la parole des femmes concernées est niée. Donc, c'est-à-dire que au nom du féminisme, la première chose qu'on fait quand même dans toutes ces campagnes contre le foulard et contre les femmes qui le portent, c'est de dire tu n'as pas voix au chapitre, tu n'as pas le droit à la parole, tout ce que tu peux dire de toute façon n'a aucune valeur, c'est moi qui décide ce que signifie ton foulard, le sens qu'il a. Donc je fais un parallèle par exemple, quasiment aucune féministe sérieuse ne va aller dire à une femme qui porte des talons aiguilles, qui se maquille, qui porte des décolletés, etc., tu es aliéné au culte de la beauté, à des normes érotiques qui sont dictées par le patriarcat. Et donc tu es une pauvre fille, tu n'as pas voix à la parole. Et si tu dis que non, toi, c'est comme ça que tu te sens bien, que ça t'aide à être bien dans ta peau, que ça t'aide à avoir y compris un pouvoir ou un contre-pouvoir face aux hommes, eh bien, ça ne vaut rien. Justement, l'écrasante majorité des féministes a cette intelligence de comprendre que un vêtement, une pratique vestimentaire, un style de vie peut avoir, suivant justement les situations, les contextes et les motivations de l'intéressé, qu'on ne peut connaître que si on lui parle et que si on lui laisse la parole, eh bien, aucune féministe sérieuse n'a la bêtise de penser qu'il y a un sens unique, univoque, assignable de l'extérieur, sans consulter la personne et ses motivations, qui peut être donné et qui est forcément une marque d'aliénation à la domination masculine. Or, cette intelligence-là, cette capacité de contextualiser, de prendre en compte la parole de la personne et ses motivations, eh bien tout d'un coup, comme par enchantement, elle ne se pose plus lorsqu'il s'agit du port d'un foulard. Donc lorsqu'il s'agit de ce vêtement-là. Ça, c'est la première remarque que je fais. La seconde, c'est sur les conséquences politiques qu'on en tire ensuite. C'est-à-dire que, en tout cas, il n'existe aucune femme qui viendrait dire parce que telle pratique vestimentaire, tel décolleté, tel vêtement, ou même la pornographie, est un traitement dégradant de la femme, alors il faut une loi qui punit les femmes qui le font. Je pense que même parmi les féministes les plus abolitionnistes, qui ont les positions les plus manichéennes, les plus hostiles à tout ce qui est pornographie, même parmi les féministes qui disent la pornographie est nécessairement une dégradation de la femme, aucune n'en tire la conclusion que c'est la victime de ce qu'elle estime être une violence univoque qui doit être punie. Or,
c'est quand même un cas unique, ce féminisme entre guillemets qui se déploie lorsqu'il s'agit des femmes voilées, c'est que, et pareil pour la loi anti-niqab, c'est que c'est une dégradation de la femme, donc il faut une loi qui punit qui? La femme, qui le porte. Et Jacques Rancière, un philosophe, avait fait une tribune ironique dans Libération en disant « Ah oui, c'est pas mal, nouveau, cette logique, généralisons, le viol est encore plus une dégradation de la femme, il faudrait peut-être infliger une amende, comme pour la loi anti-niqab, à toute femme qui a subi un viol. » Donc voilà, la punition des victimes ou de celles qu'on pose et qu'on construit et qu'on perçoit en victime, rien que ça, je crois que ça me paraît très simple, dans toute l'histoire du mouvement féministe, les femmes se sont toujours battues pour gagner de nouveaux droits, pour venir à bout de certains interdits qui leur étaient faits, jamais pour demander de l'interdit de la répression, ou quand elles le faisaient, c'était de l'interdit de la pénalisation de la répression de comportements violents masculins à l'encontre des femmes. C'est la première fois et l'unique fois dans l'histoire du féminisme et des lois féministes ou se prétendant-elles qu'il y a une loi prétendument féministe qui s'en prend et qui réprime des femmes. Et qui non seulement les réprime, mais les réprime comment? En les privant, il faut quand même le souligner, pour la loi de 2004 de l'accès à l'école publique, c'est-à-dire, là aussi, quand on connaît l'histoire du féminisme, ça fait froid dans le dos, c'est-à-dire quand même un des principaux vecteurs d'émancipation, connaissance, diplôme, insertion sociale, insertion professionnelle, et pour la loi anti-niqab, traversée de l'espace public. C'est-à-dire, on renvoie les femmes, on renvoie les élèves hors de l'école, donc dans les limbes, dans un no man's land scolaire, et on renvoie les femmes adultes portant le niqab entre leurs quatre murs. Donc voilà, comme émancipation féminine et féministe, il me semble que c'est assez peu probant. Et par contre, du coup, le fait que là encore, des mesures répressives, brutales, et qui diminuent les femmes, qui les privent de certaines opportunités, de certaines armes, de certains outils d'émancipation, il me semble que ça, c'est une atteinte aux droits des femmes, c'est plus une loi sexiste qu'une loi antisexiste ou féministe. Alors malheureusement, c'est pas tirer le fil jusqu'au bout de parler de ça, mais ça vaut le coup d'en parler parce qu'effectivement, moi ce que j'ai pu, voilà, depuis 2003-2004, donc la loi sur le voile à l'école et tout ce qui a suivi, la loi anti-niqab et toutes les offensives qu'il y a eu depuis, que ce soit contre les prières de rue, les menus halal, les piscines non mixtes, les mariages annulés, voilà, des offensives islamophobes, il y en a eu vraiment énormément. Ce qui est frappant, effectivement, moi je suis de très près le terrain idéologique, donc tout ce qui s'écrit, tout ce qui se publie, les prises de position, les intellectuels organiques, les activistes, etc., les groupes organisés, les associations. Ce qui est frappant, c'est que effectivement, on constate qu'aux avant-postes de pas mal de ces offensives, il y a des intellectuels ou des activistes, j'ai presque envie de dire, organiques de l'État d'Israël. C'est-à-dire des sionistes militants dont le cœur du combat, ou dont une très grande partie du temps de vie, d'activité est consacrée à la propagande en faveur de la politique d'Israël. Et effectivement, alors qu'a priori on pourrait penser qu'ils s'occupent d'Israël, de Palestine, ils ne vont pas s'occuper de ce qui se passe dans les écoles françaises ou dans les cantines ou que sais-je, il est frappant de voir que beaucoup des intellectuels ou des activistes qui sont hyper actifs pour légitimer tout ce que fait Israël et disqualifier tout ce que font les Palestiniens se sont emparés avec gourmandise de ces débats-là et ont été aux avant-postes de ce que j'appelle le prohibitionnisme, c'est-à-dire le combat pour l'interdiction du voile, notamment à l'école, ou du niqab dans la rue. Et donc, on se demande pourquoi ensuite, parce que ça ne va pas de soi, le lien entre les deux, puis on le voit assez rapidement. J'ai défini tout à l'heure le racisme comme fonctionnant sur la base d'un amalgame, ils sont tous pareils. Et donc, évidemment, je pense qu'il est assez difficilement contestable, il est assez difficile de contester que, effectivement, si ces intellectuels ou ces activistes se sont emparés avec autant de gourmandise d'une affaire franco-française, c'est que c'était une occasion supplémentaire, à chaque fois, de diffuser un discours
d'amalgame, donc pouvant fonctionner à l'international aussi, à savoir le musulman par essence est menaçant, dangereux, arriéré, barbare, et évidemment, même si on est en train de parler d'une cantine, d'une petite école française, l'idée, hein, le concept qui en émerge de tout ça, et qu'on fait émerger, c'est l'idée que le musulman est menaçant et que par conséquent, on légitime Israël comme rempart de l'Occident, du monde libre, face à l'obscurantisme de ces arabo-musulmans. Donc évidemment, factuellement, empiriquement, on le voit, et après, logiquement, rationnellement, on comprend la rationalité politique. Là où je dis qu'on n'a pas tiré le fil jusqu'au bout et qu'on n'épuise malheureusement pas le sujet, c'est que aux avant-postes de tous ces combats islamophobes en France, on trouve aussi, aux côtés de ces sionistes militants, qui le font, je pense, essentiellement par sionisme, des gens dont le sionisme est le cadet des soucis, qui ne s'intéressent pas du tout à ce combat-là, voire y compris qui peuvent être des sympathisants plutôt des Palestiniens, et qui, donc pour d'autres raisons, marchent, alimentent, s'investissent, militent dans ce combat liberticide et raciste. Et donc ces raisons autres que ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est tout simplement, là il faudrait passer de la géographie, de la géopolitique à l'histoire, c'est une histoire franco-française, c'est qu'il y a aussi une histoire franco-française avec le voile, avec les femmes musulmanes, dont Frantz Fanon a parlé, avec les musulmans, avec les colonisés, et que tout simplement, une grande partie des gens, donc y compris passionnistes, y compris parfois pro-palestiniens, sont imprégnés, non pas déconstruits, ont hérité d'un certain nombre de stéréotypes, de préjugés franco-français, qui sont donc, à mon sens, d'origine coloniale.